chaque fois que j'argumente raisonnablement, à la fin de cet argumentaire, je suis en mode non mais en fait c'est pas si grave, c'est-à-dire tout ce que je te raconte là, je viens de te faire une démonstration de 15 minutes pour t'expliquer que c'est impossible, et en fait je le balaye d'un revers de main en disant ah c'est pas si grave, et à chaque fois dans la conversation je fais tout le temps ça, et au bout de la 5e fois où je fais ce truc là, je me dis mais en fait Raph, t'en as envie, là en fait tu construis un argumentaire raisonnable qui s'entend, qui est très logique tout ça et tout, mais tu veux toi-même, au fond de toi t'as pas envie de l'entendre. T'as pas du tout envie de l'entendre parce que le truc qui te dévore, c'est que t'as envie de cet enfant. Ouais. Et donc en fait... C'était la tête qui parlait finalement. La tête parle, mais le cœur, il me hurlait « Non, je veux pas de cet argumentaire. » Et en fait, je suis un peu comme ça, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai switché, j'ai dit « Bah en fait, non, mais on va le garder et puis stop, on arrête les débats. T'as envie de le garder, j'ai envie de le garder. On arrête de se prendre la tête et là, on prend cette décision. » Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est sur mon... Alors, est-ce que tu as remarqué que le tapis avait changé ? Non, pas du tout. C'est extrêmement décevant parce que je suis très fier de ce nouveau salon. Je suis désolé de pas être... Je me souviens que la télé a changé. Alors la télé, elle a peut-être changé. Elle n'était pas à cet endroit. Elle n'était pas tournée, tout était décalé. Ok. Et en fait, j'ai tout remis en dessous pour profiter du fait qu'il n'y avait pas de hauteur sur le plafond là, mais que là, c'était pas grave. C'est un move que je trouve très intelligent parce que ça donne l'impression qu'il y a plus de surface, alors que non. Je vais pas du tout couper ce moment, même si c'est pas du tout podcast phonique ou je sais pas radiophonique. Mais en tout cas, bienvenue. C'est juste pour dire que je suis de retour dans ton salon. Exactement. Oui, tu m'avais raconté ton histoire, ton histoire de succès, et on avait un peu parlé avant de paternité. Et je t'avais dit, écoute, si un jour tu veux venir raconter ta paternité, t'es le bienvenu dans l'histoire de Daron. Et donc on y est. Nous y voici, nous y voilà. Donc t'es Zawi. Je suis Zawi, toujours, ouais. Toujours, tu n'as pas changé. À la scène, ouais. Je suis Zawi à la scène. Raphaël. À la ville. À la ville. À la ville. Et Raphaël Fagé-Zawi, voilà, c'est à la ville, du coup, avec le nom, bref, voilà. Bienvenue dans l'histoire de Daron. Pourquoi tu avais envie de venir parler de ta vie de Daron ? Et moi, je suis trop heureux de t'avoir, déjà pour commencer, parce que j'aimerais trop savoir un petit peu comment ça marche. Je crois qu'il y a un peu ce mythe, tu vois, de l'artiste rocker dont la vie n'est pas compatible avec une vie de papa, etc. Et j'aime bien venir confronter, je crois, ce cliché un peu qu'on a, tu vois, à ta vie aujourd'hui, quoi. Et on est vraiment, vraiment dans le cliché de ça. On fait pas semblant d'y être ici, dans ce cliché-là. Hein. C'est vraiment, je pense que ce que tous les gens imaginent, c'est ça, quoi. Donc ouais, on va aller confronter le cliché et se rendre compte qu'on est dedans à fond. Mais que c'est bien. Moi, j'aime bien. Que t'aimes bien avoir cette double vie, finalement, parce que t'as... Ouais, il y a un truc très schizophrénique, quoi. Ouais. Il y a une vraie double vie, et en même temps, c'est ma vie, et en même temps, je suis très très bien dedans en ce moment. Ok. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu voulais venir en parler, c'est ça ?
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à déconstruire et que c'était facile de tchatcher en disant ouais, il y a plein de trucs à déconstruire tant que tu l'as pas vécu et que t'as un peu plus de poids, t'as un peu plus de poids, je pense, quand t'as 3 ans de vécu et que t'es capable de dire en fait j'ai déconstruit des choses et ça a marché. Ok. Donc warning, on vous promet la foudre. C'est vrai c'est vrai que c'est compliqué, on va pas se mentir. Et en même temps, il y a une intuition que j'avais dès le début, c'est-à-dire quand j'ai appris que la mère de mon fils était enceinte, c'est que je me suis toujours dit que la parentalité, on en faisait ce qu'on voulait aussi et qu'il fallait pas se laisser submerger par l'idée préconçue que la société t'en donnait en disant bah si t'as un enfant en fait tu deviens complètement enfermé, plus rien n'est possible. Il y a du vrai là-dedans, mais en fait pas tant que ça. Et j'étais content de me percevoir que j'avais raison, que cette intuition de base que j'avais quand mon ex, puisqu'on n'est plus vraiment ensemble, était enceinte de 1 mois, bah elle était bonne. Okay. Et qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de garder cet enfant, et je pense qu'on va commencer par là parce que c'était pas évident et c'était pas voulu, c'est parce que je me suis dit que j'allais réussir à construire une parentalité qui me ressemblait, dans laquelle j'allais être heureux et épanoui. Ok. Bah justement, tu vois, la première question que je pose à tout le monde, c'est comment t'es venu le désir de paternité finalement? Est-ce que il est pas vraiment. En fait, disons que ce désir de paternité, il a toujours existé en moi. C'est-à-dire que j'ai jamais été le mec qui a dit ah non, je veux pas d'enfant. J'ai toujours été le mec qui dit ah bah ouais, moi je pense que ça va être marrant d'avoir des enfants. Sauf que c'est arrivé de manière complètement fortuite. Sans rentrer dans les détails, je vais quand même un peu rentrer dans les détails. Ça s'est fait sur un changement de contraception en fait, où normalement ça aurait pas dû avoir lieu, parce que les médecins ont été très surpris parce qu'en fait le corps de mon ex était encore rempli d'hormones et donc c'est arrivé. Tu veux dire qu'elle passait sans doute de la pilule à un stérilet, elle passait de l'implant, okay. Mais donc dans l'implant il y a des hormones. Moins qu'en pilule, à un stérilet, effectivement. Okay. Et donc en fait, il s'est passé que on avait l'habitude de faire l'amour sans protection et voilà. Aussi. Et en fait, comme ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on faisait comme ça, effectivement, ni l'un ni l'autre n'avons tilté en fait qu'il y avait ce changement. Et donc en fait, du coup, c'est bien parce qu'on se souvient vraiment de la foi de la procréation. Et donc moi, je fais oh merde. Et elle fait oh putain oh merde aussi. On se dit ah mince zut ah ouais c'est vrai. Et donc là, en panique, elle appelle sa gynéco qui dit « Mais non, mais vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé l'implant hier, vous êtes encore full hormones, donc c'est safe au moins pendant 2 semaines encore. » Ah ouais. Et donc le truc, on l'oublie complètement ce truc-là. On se dit « Ah bah c'est bon, le truc est complètement rassurant. » Donc on zappe ce truc-là, à tel point que très vite après, elle commence à avoir très mal au ventre et qu'on fait pas du tout le lien. Il y a aucun moment où on se dit t'as mal au ventre parce que t'es enceinte, vraiment pas du tout. Wow. Donc on est vraiment le truc on l'a zappé et en fait ça nous est revenu une fois que on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. On fait ah mais ouais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire. Ce matin qu'on avait un souvenir très précis parce qu'on était en retard pour aller rejoindre ma sœur. Et on s'était mis en retard pour Ken, si tu veux, pour aller rejoindre ma sœur et son mec. Donc on se souvient très bien du matin, de nous en retard, en train de se dire « Oh merde, on est à bout, oh putain merde, c'est vrai qu'on n'a pas mis de queue. » Enfin voilà, donc voilà. Mais parce que, en fait, la gynéco lui avait dit « C'est quand même mieux de se protéger » ou... Oui, oui. En fait, gynéco, médecin, je sais plus. Ouais. En fait, je sais qu'on l'a appelé le jour même, en disant « Voilà, il s'est passé ça, c'est quoi le risque? Est-ce que je prends la pilule du lendemain ?» Je crois que c'était ça la question. Ok. Et elle a dit, non, pas de souci, en fait, on vous l'a enlevé hier ou avant-hier, vous êtes encore full of hormones. Ok. Et en vrai, elle a raison, c'est vrai. Sauf qu'il existe toujours un passage. Là où la vie se ferait le chemin. En tout cas, très bon tips pour les darons et les daronnes qui nous écoutent, ou les futurs darons et daronnes qui nous écoutent. Si vous changez de contraception, peut-être quelques semaines de capote, c'est pas complètement déconnant. Ouais, ou même la technique du retrait, qui est pas très safe, mais qui au moins... Enfin, non, c'est mauvais conseil. Oui, la technique du retrait n'est pas une technique. ouais, c'est vrai. N'oublions pas que à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui m'envoient un message en me disant en fait, ce n'est pas une technique puisque moi-même, mes parents faisaient ça. Tu vois, donc, et ils t'ont eu. Voilà. Donc c'est une mauvaise technique, effectivement.
Ok, donc c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu découvres, quand vous découvrez, j'imagine, et toi, quand tu découvres en particulier, que ta chérie est enceinte? Alors, c'est une période très particulière de ma vie. On est à l'été 2019. Donc, la faute a eu lieu, je crois, début juin 2019. La faute. Quand on a fauté. Le mec. Quand on a fauté. En mai ou en juin. C'est ça. Bon, je saurais plus dire, mais c'est début juin 2019. Et donc, il se passe quand même un bon mois. Sans on oublie cette histoire. Et il y a un mois où, en fait, mon ex, que je ne vais pas nommer pour un souci d'anonymat. La mère de ton fils. La mère de mon fils. A mal au ventre, mais vraiment des énormes crampes. C'est-à-dire, c'est des trucs qui la réveillent la nuit, où elle est obligée de sortir du lit. Enfin, c'est des trucs vraiment qui lui font très très mal. Et elle est pas douillette du tout. Elle encaisse plutôt bien la douleur. Et donc, il y a ce problème de ce mal de ventre terrible. Et on comprend pas. Elle prend plein de trucs pour arrêter d'avoir mal, mais vraiment, c'est un truc où elle doit se lever du lit, aller se calmer sur le canapé. Elle pleure de douleur, mais pas des grands sanglots, quoi, des larmes qui coulent. C'est vraiment, ça lui fait très mal. Et donc, on est dans toute cette période où on se dit, et vraiment, on fait aucun lien. On est en mode, c'est bizarre ce truc, on essaie de trouver, on trouve rien, machin. Et moi, je suis en tournée à ce moment-là. Je suis dans une grosse tournée, puisque c'est la deuxième tournée d'été avec Thérapie Taxi. Donc, pour les gens qui n'ont pas fait le lien, t'as été membre de Thérapie Taxi. J'étais donc chanteur de Thérapie Taxi à l'époque. Et on était c'était vraiment le peak time de notre succès, c'est-à-dire que l'été 2019, je pense qu'on a vendu 100 000 albums, le mec il se la pète quand même qui place ça. On est sur headliner sur pas mal de festivals, et c'est vraiment le summum du succès. Sauf que, et ça j'en ai parlé je crois dans l'autre podcast, au même moment ma mère est très malade, et elle a donc une leucémie, et on est vraiment sur la fin. Donc moi, je suis dans une période déjà très très compliquée à manager parce que je sais que ma mère va mourir dans pas longtemps. Et en même temps, je dois headliner notamment sur les Solidays, Garo Rock, enfin dans des gros festoches. Donc il y a une espèce en fait, je vais pas mentir, c'était très dur à vivre parce qu'en fait, c'est pas possible à ce moment-là d'annuler des dates parce que ça coûte trop cher d'annuler des dates. Et donc en fait, moi, je suis dans un truc où je fais des allers-retours entre... Ma mère est à Avignon, donc je vais la voir le plus possible. Je suis à Paris, Avignon ou en festoche. Et puis, t'as aussi ce succès qui vient toquer à ta porte. Et en fait, j'imagine à quel point c'est... Ça fait un peu de temps qu'il est là, le succès. J'ai eu le temps de l'apprivoiser. Puis en plus, j'étais content qu'il vienne toquer. C'est juste qu'effectivement, je suis dans un mood où j'ai besoin d'être sur un canapé en position fétale parce que je suis quand même très affecté par ce qui est en train de se passer. Et qu'on me met sur une scène devant 30 000 personnes, ce qui est vraiment contradictoire avec le besoin que j'ai à ce moment-là d'avoir de la chaleur et d'être dans une contention affective par mes proches qui m'aident à traverser l'épreuve, quoi. Et donc, c'est un week-end où je me rappelle, alors il y a deux autres festoches, on fait 3 festoches d'affilée. Et notamment, le moment où je la prends, je suis à Musilac, il me semble. Donc on est en tourbus. Donc moi je suis en tourbus, je laisse Léa à Paris qui a ce mal de ventre encore et toujours. Et vers 2h du matin, je me rappelle très bien, je suis dans ma couchette du tourbus en train d'écouter un podcast peut-être ou de regarder un truc sur mon ordi. Et elle m'envoie un message en disant écoute, j'ai trop mal, je fais venir SOS médecin, j'ai vraiment très très mal au ventre. Je te tiens au courant. Donc je lui dis tiens-moi au courant. Donc ça c'est dans la nuit. Hein. Et en fait une demi-heure, 1 heure plus tard, elle me dit le médecin est arrivé. Alors soit c'est une infection des reins, soit je suis en train de faire une grossesse extra-utérine. Donc en fait là je file à l'hôpital parce que grossesse extra-utérine c'est très dangereux. Je te tiens au courant. Moi je dis grosse. Et elle me dit soit j'ai infection des reins, soit grossesse extra-utérine, soit je suis juste enceinte. Et donc moi je suis dans le truc, moi je suis fait ok.
Et ben, écoute, tu me tiens au courant? Oui, je te tiens au courant. Bah oui, tiens-moi au courant, du coup. Et en fait, c'est là où tu vois que je suis quand même pas le mec le plus stressé du monde. Je m'endors quand même là-dessus, hein. Je suis fatigué, je m'endors. Et quand je me réveille le matin à 8h, je vois un message à 5h30 du mat qui dit, bah, je suis enceinte, en fait. Je suis enceinte, mais étant donné toutes les douleurs que j'ai eues et le fait que ce soit assez récent, parce que ça faisait 3 semaines, 1 mois, ils sont pas du tout capables de me dire si je suis pas en train... Il y a beaucoup de chances que je sois en train de faire une fausse couche, en fait. Et que ils m'ont dit que ces douleurs, effectivement, c'était pas très rassurant et peut-être que j'étais en train d'expulser le truc et que de toute façon, ils ont pas été capables de voir si l'œuf était fécondé ou un truc comme ça. Genre, c'était le début du truc, donc ils ont dit, bon, alors oui, vous êtes enceinte, mais globalement, on n'est pas du tout sûr que ça continue comme ça, quoi. Donc, vous commencez pas à vous dire que machin. Et donc, je me rappelle de ce moment. Donc, moi, je suis dans ce bus où il y a 15 autres personnes avec moi dans ce bus. On doit jouer à Musilac le soir. On arrive donc sur le site. Et je me rappelle de moi qui sort du bus. Il y avait un soleil tapant, donc c'était en juillet. Et j'étais stone, en fait. J'étais complètement stone parce que je me dis, waouh, là, ça fait beaucoup trop d'informations pour moi, là. Là, il y a ouais, il y a trop d'infos, quoi. Trop d'infos. Et donc, je me rappelle très bien de moi qui circule devant les chiottes préfabriquées du festoche avec les gens qui devaient me regarder bizarrement parce que je faisais des ronds. Je tournais vraiment en rond sur 2 mètres, tu vois. Et j'étais vraiment la tête, tu vois, genre comme ça. Enfin, du coup, on le voit pas, mais genre la tête complètement dans les nuages en train de faire des ronds sous le soleil. Et donc, j'imagine bien que les gens qui me voyaient se disaient, waouh, il va pas bien. Il a un problème, ce type-là. Waouh, il a pris un truc, je sais pas. Genre. Et j'étais comme ça et j'ai dû faire ça pendant bien 40 minutes, tu vois, Et en fait, j'arrivais pas à penser à quelque chose. Ouais. Genre, j'étais vraiment genre en mode, j'ai des décisions à prendre ou pas, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça raconte? Et tu veux pas l'appeler à ce moment-là? Non, mais je sors de l'appel, je pense. Oui. Je sors je sors de l'appel à ce moment-là. Évidemment, dès que j'ai le message, je l'appelle. Okay. Et elle m'explique tout ça mieux en disant, c'est là où elle m'explique, ben ouais, je suis enceinte, mais pas vraiment non plus. Wow. Et donc, ouais, donc je suis là, et je suis stone, quoi. Et c'est presque un peu agréable parce que je sens vraiment je me sens décoller un peu de mon corps, quoi. De me regarder un peu d'en haut en disant, mais là, de toute façon, tu peux rien faire, mec. Déjà, il n'y a pas de décision à prendre tout de suite. Et ensuite, bon, bah, il y a ce truc qui se passe, bon, bah, tu dois l'accepter. Puis surtout, tu dois aller sur scène. Bon, bah, tu dois aller sur scène, hein. Il y a un moment donné, c'est ton taf. Il y a 15 personnes qui travaillent pour ça. Il y a tout un public qui t'attend. Donc, faut faire ton show, quoi. Donc voilà, je crois cette journée-là, j'imagine, qui passe où tu dois finalement monter cette journée sur scène où en plus je choisis de le dire à personne. C'est-à-dire que je choisis de le dire à personne parce que Enfin, mais les gens voient bien, non, que t'es... Bah ouais, mais je sais pas, t'étais dans une ambiance de tournée, chacun fait un peu son truc, je donne un peu le change. Parce qu'en fait, je te dis ça, puis dans la même journée, on va faire du bateau avec tout le monde sur le lac, enfin... Ouais. Tu vois, très vite, je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais... Parce qu'effectivement, c'est des gens avec qui tu partages beaucoup de choses, mais il n'y a pas non plus mes meilleurs amis sur le truc, donc je sais pas, je choisis de le dire à personne sur le moment. C'est un peu bizarre. Et le soir d'après, un peu bourré, je le dis à mon tourneur et à mon booker qui me regardent, parce qu'ils sont au courant déjà de toute l'histoire de ma mère, évidemment. Ouais. Et là, ils me regardent, je me rappelle, ils me regardent en disant genre, waouh, ouais, c'est chaud ton truc. Là, ça commence à être chaud ta life, là. Et très vite avec Léa, on se dit, ok, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'en fait, elle m'explique que 10 jours plus tard, on a une écho de confirmation. Que donc elle a un rendez-vous 10 jours après pour savoir si elle est vraiment enceinte et si ça prend. Et donc on se dit, de toute façon, là, on va pas parler dans le vide. Ça sert à rien. On réouvrira le sujet quand on aura une vraie info, quoi. Ah oui. Et sauf qu'entre-temps, ma mère décède. Donc dans cette semaine-là. Wow. Et j'ai le temps d'expliquer ça à ma mère juste avant qu'elle parte. C'est-à-dire que je lui dis possiblement mon ex est enceinte. Et en fait, elle me regarde et en fait, elle entend pas le possiblement. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, quand je la retrouve, elle me dit j'ai pleuré de joie toute la nuit. C'est incroyable, c'est une passation. Enfin, elle était très mystique et en fait, ça l'habite complètement. Et elle me dit, je suis trop contente de partir là-dessus, quoi. Et moi, je dis, oui, mais tu sais, c'est pas sûr. Et tout. Chut, c'est sûr.
C'est sûr que ça va arriver, en fait. Pour elle, c'est évident, même si je lui explique qu'en fait, non, techniquement, ils sont pas sûrs. Elle est persuadée que c'est évident. Wow. Et donc, elle me quitte là-dessus, vraiment. Genre, elle me quitte là-dessus en mode... C'est-à-dire que je passe 3 jours avec elle. Donc, juste après, c'est ce truc de festoche. Le premier jour, je lui annonce. Deuxième jour, elle me dit ce que ça lui fait. Et troisième jour, elle part. Donc, on doit organiser l'enterrement. Donc, en fait, cette histoire d'écho me sort de la tête parce qu'en fait, bon, il se passe ce truc-là. Bah oui. Donc, en fait, on doit très vite organiser l'enterrement, tout ça. Donc, en vrai, ça paraît bizarre, mais vraiment, ça nous sort un peu de la tête parce qu'il y a ce truc énorme qui vient d'arriver. Donc, Léa est... mon ex est avec moi. En fait, ouais, fais gaffe parce que tu l'as dit plusieurs fois, mais je vais la biper, en fait. Tu vois. Juste pour les gens. Ouais. Je ne sais pas qui montera cet épisode, mais voilà. Ça va être compliqué de monter tout ça. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais non, pas du tout, enfin. C'est trop bien, en plus. Et donc, on se retrouve dans le Gers, puisque c'est là où ma mère voulait être enterrée. C'est un périple de ouf parce que du coup on était à Avignon, on repasse vite fait par Paris, on retourne dans le Gers et aller dans le Gers c'est très compliqué. En plus moi je demande à mes 2 meilleurs amis de venir, donc il faut arriver comme ça, puis on se retrouve dans cette baraque qui est la baraque de ma grand-mère, paumée au milieu de nulle part avec tous les ex de ma mère. C'est une scène assez drôle en fait parce qu'elle avait eu pas mal de mecs et ils sont tous là. Tu vois, pour lui dire au revoir, et ils se tchatchent un peu tous, et tu vois tous les mecs de sa vie, quoi, qui sont dans cette grande baraque, et des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont des gens qui appartiennent tous à ma vie, mais tu vois, tout d'un coup, je me dis, c'est improbable, il y a vraiment mon meilleur pote qui rencontre l'ex de ma vie d'avant, de quand j'étais petit, enfin, c'est assez marrant. Tous tes beaux-pères, finalement, qui se sont... Pas mal, et puis même bien avant moi, en fait, il y a une ribambelle de mecs... qui se retrouvent là. C'est assez touchant en fait. Et donc on fait cet enterrement qui est assez sobre, assez simple. Et en vrai c'est plutôt un joli moment. C'est-à-dire que moi je suis entouré du coup de ma meuf, de mes 2 meilleurs amis, de ma sœur. Il y a un truc assez joli en fait. Et assez simple. Puis en fait comme ma mère était au courant de sa maladie depuis 9 mois, on avait eu le temps de se dire au revoir. Et on remonte sur Paris. Et en fait, quand on remonte un dimanche soir. Et vraiment, au moment où on remonte, on fait « Oh putain, il y a le rendez-vous demain. » Lundi 10h. Ah ouais. Il y a le rendez-vous à la clinique pour ça enchaîne. Mais on l'avait zappé. Et on fait « Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a ça demain. » Et on fait « Ok. » Et ben, let's go. Et donc, on y va un petit matin. Et en fait, il y a un bins. Il y a un truc qui se passe. On a compris après qu'ils ont fait une erreur. Ils font une erreur parce qu'en fait, on arrive main dans la main, parce que nous, on est ensemble. Elle s'allonge. Et en fait, ils nous font ça, c'est le cœur. Et on entend boum, 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 ça, c'est le cœur. En fait, s'ils avaient eu l'information qu'on n'était pas sûr de le garder, je pense qu'ils auraient pas dû faire ça. Tu fais pas entendre le cœur à des gens qui sont pas sûrs de garder leur bébé. Oui. Et donc, en fait, on est en mode... Ah ok, on en est là en fait. Ok, ça c'est le cœur quoi. Genre donc il y a un cœur qui bat alors que nous on était en mode on sait même pas s'il y a quelque chose. Et eux ils arrivent. Ah ouais bah ça c'est le cœur. Waouh. Et donc je sais qu'en fait on reste complètement muets tous les deux parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qui se passe ça en fait. Nous on était en mode on va nous faire des examens puis on va nous dire vous êtes enceinte, vous êtes pas enceinte. On va pas nous faire entendre un cœur en fait. Donc on est en mode et on reste complètement muet en fait et eux ils continuent le blabla en disant oh bah ah oui bah au vu de votre dossier c'est arrivé vite parce que vous venez d'arrêter votre contraception. En fait eux le dossier médical c'est arrêt de contraception et il y avait pas marqué le changement, ils nous voient arriver main dans la main donc en fait ils disent ah ça doit vous surprendre parce que ça arrivait super vite mais vous devez être peut-être un peu surpris que ça arrive si vite mais vous devez être heureux tout ça et tout. Wow. Et donc en fait nous on laisse débiter tout ça. Et je pense vraiment qu'il se passe un temps où elle débite tout le truc de « Ah, alors ça va se passer comme ça, nanana, la sage-femme, le machin. » Et au bout d'un moment, on prend la parole, on dit « Mais en fait, nous, on sait pas du tout si on veut le garder. » Et on voit la tête de l'infirmière, de la sage-femme se décomposer, où elle comprend son erreur. Et en mode genre « Ah merde !» Ah ouais, parce que moi, j'ai déblatéré tout le truc et tout, mais en fait, j'avais pas du tout compris que possiblement, il y avait un avortement, quoi. Et donc, on dit « Mais nous, on est... » Voilà, on explique que c'était pas voulu et qu'en fait il faut nous donner aussi les informations de l'avortement quoi, parce qu'on n'a pas fait du tout notre choix quoi.
Et donc, donc du coup, on repart avec toutes les informations où on nous dit, effectivement, voilà, il y a bien un bébé dans ce ventre et il est bien accroché. Donc, ouais, vous êtes enceinte. Et on va boire un verre. Donc, c'est tout ça. Il faut imaginer Paris, il fait beau, tout ça. Enfin, tous ces souvenirs sont marrants parce c'est très intense et en même temps, il y a toujours un grand soleil dans ces souvenirs. Et donc, on remonte. Donc, c'était dans le 9e arrondissement. Donc, je crois qu'on va boire un verre avenue de Truden. On boit un verre, donc grenadine, quoi. C'est le matin, tout ça. Il y a pas d'alcool. C'est vraiment un verre sain. Et on commence à parler, quoi. Et le discours, donc le premier discours, c'est moi qui dis je m'en fous, je le garde. On le garde. C'est la vie qui dit ça et tout. Et mon ex qui dit pas du tout, en fait. Tu te rends pas compte, on est pas stable dans notre couple parce que du coup à l'époque, c'est un couple libre. Et bon, ça nous allait bien comme ça, mais donc c'est assez récent, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est ensemble. Et elle me dit, en plus, Raph, tu es complètement hors sol de ce que c'est d'être papa, en fait. Tu te rends pas compte. Elle a un frère qui vient d'avoir une fille et un nouveau-né. Et elle est un peu plus connectée à moi, peut-être, à cette réalité. Donc elle me dit, tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est. Là, t'es dans ton délire. Parce que, en plus, est-ce que t'es vraiment capable de prendre une décision là maintenant? Genre, ta mère, elle vient de partir il y a 4 jours. T'es dans ce truc-là. Là, en termes de decision making, c'est chaud. Tu vois, ça arrive pas au bon moment de prise de décision. Et puis, tu vois ta vie. Enfin, tu vois ta vie t'es tout le temps à droite, à gauche sur la route. Enfin, et moi, je suis en mode, ouais, non, mais je m'en fous. Il faut qu'on le garde. On est amoureux, toi et moi. Et puis en plus, à l'époque, j'ai 25 ans, quoi. Elle en a 27, moi j'en ai 25, on est jeunes, quoi. Mais je suis en mode, non, mais c'est un signe, j'ai envie d'être papa, on va se débrouiller. Et donc elle est en mode, moi je suis pas chaud, hein, c'est voilà, quoi. Bref. Et donc on se dit on se laisse 2 semaines pour réfléchir chacun de son côté. Et c'était 2 semaines, je crois, où on se voyait pas trop parce que je partais à droite à gauche, voilà. Et en fait pendant ces 2 semaines, je réfléchis au truc. Je me dis ouais, quand même, c'est vrai que j'ai 25 ans. Est-ce que j'ai vraiment conscience de ce que c'est d'être papa? Non, effectivement, j'en ai très envie là, mais c'est pas raisonnable du tout. Puis on avait quand même fait un listing des pour et des contre, et puis il y avait que des contre. Il y avait vraiment pas trop de pour, quoi. Genre, c'était que des contre. Il y a quelques pour, mais vraiment pas beaucoup, quoi, raisonnablement. Et donc quand on revient 2 semaines plus tard, où il y a quand même un espèce de couperet de... Il y a une date limite. Ouais, il y a une date limite. En fait, on se rend pas compte, mais ça va vite, la date limite d'avortement. Je crois que c'est 3 mois. Et tu dois avoir quand même un délai de 2 semaines où ils te disent est-ce que t'es sûr? Il y a un délai de rétractation, tout ça. Donc en fait, finalement, cette décision, elle doit être prise vite. On se rend pas compte, mais ça va très très vite. Et après, sinon, tu pars dans un délire où tu dois aller en Belgique, machin et tout. Donc t'as pas tellement le temps de réfléchir au truc. C'est ça, t'as 2 semaines, on avait 2 semaines, mais après les 2 semaines, il fallait prendre une décision, quoi. Parce qu'il fallait enclencher, si avortement devait y avoir, il fallait enclencher l'avortement. Donc après ces 2 semaines, moi je reviens et je suis en mode ouais, t'as raison, en fait, t'as raison. C'est pas le moment, on est trop jeunes, ça se passe bien entre nous, et puis si on a envie d'en avoir un dans 2 ans, on en a un dans 2 ans. Et il me dit ouais, mais alors moi là je le sens plus trop, là j'ai plus trop envie d'avorter, en fait je me suis attaché à quelque chose, il y a un truc qui est plus compliqué là pour moi, vraiment. Je fais ah d'accord. Et en même temps elle me dit mais on le fera pas, je le ferai pas toute seule. Donc faut que tu sois ok, parce que moi je le ferai pas toute seule. Et donc je suis en mode, j'essaye de lui dire ouais mais regarde, en fait je reprends un peu les mêmes arguments qu'elle avait il y a 2 semaines, mais c'est moi qui l'ai dit, tu vois. Sauf qu'à chaque fois je me rends compte que à chaque fois que j'argumente raisonnablement, à la fin de cet argumentaire je suis en mode non mais en fait c'est pas si grave, c'est-à-dire tout ce que je te raconte là, je viens de te faire une démonstration de 15 minutes pour t'expliquer que c'est impossible, et en fait je le balaye d'un revers de main en disant ah c'est pas si grave. Et à chaque fois dans la conversation je fais tout le temps ça. Et au bout de la 5e fois où je fais ce truc-là, je me dis, mais en fait, Raph, t'en as envie. Là, en fait, tu construis un argumentaire raisonnable qui s'entend, qui est très logique, tout ça et tout.
mais tu veux toi-même, au fond de toi, t'as pas envie de l'entendre. T'as pas du tout envie de l'entendre parce que le truc qui te dévore, c'est que t'as envie de cet enfant. Ouais. Et donc en fait, C'était la tête qui parlait finalement. la tête parle, mais le cœur, il me hurlait non, je veux pas de cet argumentaire. Et en fait, je suis un peu comme ça, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai switché, j'ai dit bah en fait non, mais on va le garder et puis stop, on arrête les débats. T'as envie de le garder, j'ai envie de le garder. On arrête de se prendre la tête et là, on prend cette décision. Et on en reparle plus. Ça y est, on en a parlé il y a 2 semaines, on en reparle là. Moi, j'essaye de démonter tes trucs, mais en fait, j'en ai pas du tout envie. Donc, on le garde. Et on le change pas. Et elle me dit, bah, ok. Et on n'en a plus jamais reparlé. On s'est dit, bah, on y va. Ok. Et on voulait plus du tout re-challenge le truc. Et donc, ça y est. On avait pris papa petit à petit. on alors avait pris la décision. Pas tout de suite. En réalité, ce que tout le monde me dit, c'est que quand t'es maman, je pense qu'il y a la conscience d'être mère, évidemment, elle vient plus vite puisque t'es enceinte. Et quand t'es papa, je pense que effectivement, ça arrive plutôt à la naissance. Oui, il y a plein d'expériences différentes. Ouais, t'as raison. Il y a plein. Après, évidemment, on change le pattern de vie parce qu'on vivait pas ensemble. Donc moi, je vais m'installer vraiment plus avec elle pour ces 9 mois. Elle vit une grossesse qui est très cool. C'est-à-dire que elle a eu que au début où ça a été très compliqué, elle a eu très mal et en fait on s'est renseigné après, c'est rare mais ça arrive de rentrer dans une grossesse avec des très grosses douleurs. Mais après le reste, elle est en forme quoi, il y a pas de galère, il y a pas de boutons, il y a pas de prise de poids, il y a pas de saute d'humeur incroyable et il y a plutôt même sur la fin, une espèce de truc un peu shiny que peuvent avoir les meufs enceintes au 6e, 7e mois, de genre, ça respire la vie, donc il y a un truc très très, il y a une espèce d'aura qui se dégage, qui est ultra agréable, même pour les autres. Et toi, pendant ce temps-là? Et ben moi, pendant ce temps-là, donc je finis ma tournée, qui se finissait quand même en septembre, donc on finissait 1 an et demi de tour. On sort un 2e album en décembre. Je sais pas pourquoi j'ai accepté tous ces trucs. Rétrospectivement, c'était complètement débile. Et même les gens qui bossaient avec moi, peut-être aurait dû me laisser un peu de temps. Mais en fait, on enchaîne la fin de la tournée avec la sortie d'un 2e album en décembre 2019. Et on prépare une tournée de Zénith. Ah oui. Au calme, au KLM, en sachant que moi, il y avait même une date qui était calée en mars 2020, et moi je leur dis, moi je vous dis, hein, si vous voulez, vous calez une date là, mais si ma meuf est en train d'accoucher, je m'en bats les couilles que ce soit un Zénith, je serai avec ma meuf en train d'accoucher, donc prenez le risque si vous voulez, mais moi je vous dis que là, pour le coup, il y aura pas d'histoire de on perd trop de fric ou quoi. Et ça, je veux bien que vous l'actiez, que vous le compreniez. Ils me disent, oui, on comprend, mais ils prennent, non. Alors oui, ils me disent oui, on comprend, et du coup ils décalent un peu la tournée de Zénith, qui devait commencer en mars, parce qu'au début ils m'avaient dit oui, puis ouais, et puis quand je leur ai dit non, mais vraiment, il y aura pas moyen de négocier en fait. Et donc là ils se disent ouais, quand même on peut pas se permettre de perdre autant de thunes, donc ils décalent le truc. Donc on vit cette grossesse bien. Et toi, tu te transformes en papa alors? Je me transforme pas vraiment en papa dans la grossesse, mais en tout cas, on vit ensemble, je suis content. Tu vois, on a des moments au ciné où on se dit, putain, on regarde un film et t'es en train de fabriquer un truc pendant qu'on regarde un film, c'est quand même incroyable. Et globalement, moi, ça me rend très heureux. Et elle a l'air plutôt heureuse aussi. Tu suis un peu les cours de préparation, etc. Ouais, on a plein de trucs marrants. Moi, je l'accompagne à chaque fois. Bon, il y a les échos. On est du genre, on sait dès le 3e mois que c'est un mec, parce que l'écho des 3 mois, quand c'est un mec, en fait, tu peux pas savoir si c'est une fille, mais si c'est un mec et que ça se voit, ils peuvent te dire ouais, c'est un mec. Ce qui, en vérité, me chagrine parce que je voulais absolument avoir une fille. Ok. Mais bon, très vite, je me dis, comme ça, on se prend la tête sur le prénom. On a beaucoup de mal à trouver un prénom, on se prend beaucoup la tête.
Et notamment, il y a 2-3 petites embrouilles. Ouais. Il y a 2-3 trucs en mode genre, t'es pas sérieux de me proposer ça. Genre, et moi, parce que je suis parti loin, j'ai proposé des trucs genre Par rapport au Noveciento. Enfin, je suis parti très très loin. Et genre, en mode, c'est une blague en fait que t'essayes de me faire parce que c'est vraiment pas drôle du coup. Et moi qui dis, mais tu comprends pas. Toi, tu veux des trucs trop normaux. Moi, je veux que tu vois, genre, tu comprends pas mon âme d'artiste. Tu vois, sur l'expression, c'est vrai dans moi. Donc, les seules prises de tête, je crois, se situent autour du prénom. Et puis on est quand même dans une relation libre, donc il y a quand même des trucs qui sont un peu compliqués, je pense, à manager. Mais bon, ceci est une autre histoire. J'imagine. Mais globalement, ça se passe bien. Et alors c'est marrant parce que du coup, on est pépouze. Elle est très enceinte, mais on est pépouze parce qu'il y a une journée où on va faire un rendez-vous gynécologique et où le gynéco nous dit bon, voilà, c'est pas avant 2 semaines. Vous êtes chill, quoi. Hein, c'est pas avant 2 semaines. Donc nous on est là tranquillou et on est chez des potes en train de jouer à la Switch à Mario Smash Bros. Excellent rêve. Bravo. Voilà. Et comme Léa est assez nulle à ce jeu, moi aussi, elle prend tout le temps Kirby qui en fait a la faculté de voler et donc de ne pas tomber. Donc Kirby c'est vraiment le perso pour les gens nuls sur Mario Smash Bros. Donc elle est là, on se fait une battle 2 contre 2, ce soirée couple. Nous deux, enfin on était voilà, chez un pote en train de faire ça. Et elle dit, je suis assez trempé là quand même, je vais aller voir. Et en fait, elle a perdu une partie de ses os à ce moment-là. Et on est en mode, bon, ok, donc on va quand même aller faire un check-up. Il se trouve que moi j'étais vraiment en mode, la flemme, on a eu le gynéco ce matin, il nous avait pas avant 2 semaines. Raph, on n'irait pas faire quand même un petit check-up à la Riboisière là? Il est 23h et tout est... Et après je me suis dit, ouais, si vraiment... il y a un truc qui se passe mal, je m'en voudrais énormément d'avoir fait le con un peu flemmard, donc je dis écoute, très bien, je nous prends un Uber, on va à la Riboisière. Mais relou quoi, on sait qu'ils vont nous dire ouais non. Donc on dit bye bye à nos potes, donc Smash Bros est encore allumé, et on va à la Riboisière faire ce check. Et là alors c'est montagne russe parce qu'au début ils nous disent Nance Mandou, et en fait il se trouve que elle avait un truc... je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc qui fait que parfois il y a un petit danger quand tu perds tes os et qu'en fait ils doivent déclencher parce qu'en fait il y a un truc une molécule, ou je sais plus, j'explique très mal, à l'époque je le savais puis j'ai oublié ce qui se passait, mais en fait ils ont dû la déclencher parce qu'il y avait un petit danger du fait d'avoir perdu les os, ils pouvaient pas attendre. Et donc là on part sur 39 heures de boulot. Ça a été très long. Ça a été très long. Ah oui, ok. Ça a été très long parce que du coup c'est déclenché. Donc enfin quand je dis de boulot, c'est pas 39 heures à pousser hein, évidemment, mais bien c'est sûr. 39 heures à l'hôpital avant que le bébé arrive. Donc on arrive à 23h, on fait une première nuit où moi j'ai pas le droit de dormir là. On commence à être sur le Covid. C'est-à-dire que le Covid commence à pointer le bout de son nez, donc on commence à être sur des restrictions un peu chiantes. Et notamment, je peux pas rester dormir avec elle à l'hôpital. Donc je fais l'aller-retour, je la retrouve le lendemain matin. Ils l'ont mis dans une chambre un peu voilà, cool, ils surveillent les constantes, tout ça, puis ils nous expliquent que ils vont essayer de lancer le travail, mais que ça va prendre un peu de temps. Et donc toute une journée se passe où on marche un petit peu, elle commence à avoir des contractions un peu fortes qui font un peu mal. On va au resto, alors parce qu'on avait très mal compris l'information, ils nous ont dit ouais, vous pouvez aller au resto, mais en fait ils parlaient du resto de l'hôpital. Donc nous on se barre de l'hôpital et on va au resto, et quand on revient elle nous dit mais quoi, vous avez fait quoi, genre, parce que vraiment elle avait la perf et tout, et puis nous on se dit bah ils sont cool dans cet hôpital quoi, genre c'est cool parce que typiquement on a envie de se faire un bon petit resto quoi. Ils ont dit mais vous êtes complètement cons en fait, nous on parlait du resto dans l'hôpital et vous êtes sortis là. 150 épisodes, Raphaël. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. C'est marrant. Et puis, en fait, ce qui est très marrant, c'est que je faisais un journal pour mon fils. Enfin, donc j'ai tout ça en vidéo. Ah ouais. Et j'ai vraiment ce passage lunaire où t'as notre pote de la veille qui s'est ramené au resto avec nous, tu vois. Et donc, on est là à bouffer des pâtes, et lui qui est en mode genre, ouais, donc ce qui s'est passé hier, trop marrant. Et tu vois, Léa avec sa perf en train de bouffer des pâtes, elle a trop mal, elle est en PLS parce elle a des contractions, et nous on est au resto vraiment tranquille quoi, genre ouais, un peu hors sol quoi, on se dit ça, puis on revient, puis ils nous disent ouais, vous êtes bien débiles, donc maintenant on va arrêter les conneries quoi, on va pas aller au resto genre. Et il se passe encore donc là il se passe encore toute une journée où j'ai mes amis qui viennent, donc
Lariboisière, ce qui est très agréable, c'est que t'as un jardin en bas, donc on fait des tours, on lui dit qu'il faut marcher, donc on marche ensemble, on est là, puis moi je me fous un peu de ça, je dis, t'as mal, hein, t'as mal, moi j'ai pas mal du tout. Et donc voilà, mais en fait c'est une jolie journée. On est prêt, quoi, on est ready, je sais pas, on se sent pas du tout, on n'a pas peur, quoi. On est en mode c'est trop cool ce qui nous arrive, on est très heureux de vivre ça, quoi, et puis on le vit dans une petite euphorie de c'est trop bien, quoi, ce qu'on est en train de vivre. Et donc arrive le soir, et là, le soir de cette journée-là, elle passe en mode dans la salle d'accouchement. Et là, on y est pour toute la nuit, et toute la nuit, genre ça, le col, il est ouvert à 1,5, 2, et puis ça bouge pas trop. Et donc c'est une longue nuit où on parle, on attend, Faut aller jusqu'à 10, hein, je donne pour que ouais, ça y est, c'est ça, pour bien commencent. comprendre que le col doit être dilaté à 10 et que vraiment tout ça est fait de contractions et de douleurs, et que quand t'as beaucoup de contractions pendant 1 heure et qu'on revient te voir pour te dire que le col est au même endroit, il y a un truc très dur à encaisser. C'est-à-dire qu'en fait toi t'as l'impression qu'il s'est passé, moi je suis en tant que mec donc c'est chill, mais la femme, elle a beaucoup poussé, elle a fait beaucoup d'efforts, et quand on vient lui annoncer que tous ces efforts, ça a pas changé grand-chose à la dilatation, c'est un peu rude. Contractions servent à dilater le. Exactement, le col de l'utérus. Non, mais parce que je sais que parfois il y a des gens qui écoutent Histoire de Daron et qui ont pas d'enfants, tu vois. Donc j'aime bien faire un peu de. Tu as tout à fait raison. Cours de bio. De la bio. Donc on passe toute la nuit avec beaucoup de contractions et pas beaucoup de dilatation, pour résumer. Et à un moment donné, il y a la... Oh là, tu vois, j'ai même plus le terme, là, quand tu fais la piqûre dans le dos, là. L'anesthésiste. Ouais, l'anesthésiste pour faire la... Péridurale. Péridurale, voilà. Et péridurale, donc là, ça va un peu mieux, parce que la péridurale, du coup, ça anesthésie, donc t'as moins mal, parce qu'à un moment donné, la douleur devient vraiment très insupportable. Surtout quand ça fait 5-6 heures que t'as des grosses contractions. Effectivement, c'est quand même psychologiquement très rude d'avoir autant de douleur sur un laps de temps un peu important. Péridurale, ça soulage, du coup t'as moins mal, tu restes en capacité de pousser. Donc voilà, on fait toute la nuit comme ça, nuit blanche. Moi je fais un aller-retour vite fait chez moi pour me doucher, me laver les dents, puis je reviens. Et on est au petit matin, y a pas vraiment d'avancement. Et tout d'un coup, assez vite, ça part, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient de checker, c'est à 2, puis elle revient de checker 1 heure après, c'est à 10. Et le gamin est un peu descendu, donc en fait, c'est allé très vite quand ça s'est déclenché. Tout se passe bien, en vérité. C'est toujours un moment un peu angoissant, le moment de l'accouchement, parce qu'en fait, t'as les constantes vitales du bébé sur la gauche, que le cœur s'accélère à chaque contraction, et qu'en fait, les gens te rassurent, mais en fait, même si les gens te rassurent, t'es en mode genre, ouais, c'est normal que ça batte aussi vite. Enfin, t'as quand même un moment un peu angoissant de dire, waouh, faut que ça se passe bien quand même, on y est. Plein de gens qui s'agitent autour, tout ça et tout. Et en fait, tu sens quand même que, même si c'est ultra sécurisé, c'est un moment où il peut se passer des dingueries. Donc t'es toujours un peu en alerte. Et donc voilà, le bébé sort. Moi, on me demande de couper le cordon. Je dis ok, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Non pas de dégoût, mais d'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, je sens toute ma tête qui est pleine de fourmis parce que juste c'est émotionnellement très très fort. Mais on vit ce truc-là, franchement, super bien. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de galère. On est trop heureux. Et tu vis tout ça avec intensité, évidemment, en te disant waouh, c'est là, quoi, ça arrive. Donc tu découvres ton bébé. Ils te proposent très vite de le nettoyer aussi, toi. Enfin, c'est eux qui le nettoient. Puis tu vas dans la salle avec tous les nouveau-nés. Et donc tu le fais un peu de toilette avant de le rapporter à la maman. Et déjà, t'es très content de vivre ça en tant que père, parce que moi, j'ai la sensation enfin, voilà, c'est cool de dire que tu l'as vécu, quoi, que tu l'as vécu à 100%, et que du coup, c'est un moment qui t'appartient aussi, et que c'est bien, quoi, que enfin, ce lien, il existe, quoi, parce que je pense quand même que ça fait une différence, sans vouloir critiquer, quoi, mais des papas qui sont pas là à l'accouchement, c'est... Moi, je pense que ça fait quand même une différence, en fait, de dire, mon enfant, je l'ai vu naître ou je l'ai pas vu naître. Il y a quand même une différence. Et donc, voilà,
Et donc je suis avec ma caméra, je filme un peu tout ça, et notamment je suis très fier de filmer son tout premier caca. Parce que j'imagine lui montrer ça dans 18 ans en disant, mec, j'ai ton premier caca. C'est-à-dire, qui peut se dire en vidéo, le tout premier truc que j'ai sorti, je l'ai en vidéo. Donc ça, je suis obsesse et tout le monde me dit, ouais, c'est pas ouf. Et moi, je suis en mode genre, c'est une dinguerie, j'ai son premier caca en vidéo, je suis obsédé par ça. Genre, vous vous rendez compte, quoi, le mec va voir son premier caca. Bref, je fais donc mon ex reste 2-3 jours à l'hôpital. Et en fait, donc il y a le Covid un peu, mais en fait nous ça nous arrange à ce moment-là parce que ça veut dire qu'on a une seule personne par une seule personne dans la chambre. Et en vrai, c'est super confort. Parce que quand tu te prends 18 personnes alors que t'as vraiment tout sauf envie de ça. Ouais. Donc en fait, l'excuse du Covid fait qu'il y a personne qui vient nous voir à part mon père enfin que les gens proches, quoi. Et donc ça, c'est cool. Vraiment, c'est beaucoup plus agréable que de se taper tout le monde. Et donc j'imagine que vous vous retrouvez après en confinement, quoi. On y vient. Ouais. C'est là où ça va devenir technique. Ouais. Je fais la teuf juste avant que Léa sorte de l'hôpital. Je fais une énorme teuf, c'est la nuit d'un pote, et je me dis, bah, j'ai envie de fêter ça. Donc je me mets plein de MDMA dans le cornet, je suis super content. En fait, je suis content de fêter ça comme ça. Et donc le lendemain, je vais chercher mon ex du coup à l'hôpital. Puis en fait, j'ai une tête bien pire qu'elle parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et donc ouais, elle a une bien meilleure tête que moi alors qu'elle vient d'accoucher 3 jours avant. C'est chaud ça. Hein. C'est chaud, mais du coup, on a une photo de ça qui est absolument mémorable où vraiment tu vois ma tête de. Mais en même temps, ouais, je suis un imbécile heureux sur le truc, quoi. Je suis trop content et je suis content qu'elle rentre à la maison et qu'on commence, quoi. Donc là, on est autour du 8 ou 9 mars 2020. Le couperet n'est pas encore tombé. Moi, on m'a annoncé dans l'oreillette, mais j'ai pas trop fait gaffe. On m'a annoncé dans l'oreillette au moment où j'étais à l'hôpital que la tournée allait être décalée de quelques mois à cause d'un truc qui s'appelait le Covid. J'ai pas trop capté, j'étais sur autre chose. Je suis en mode, bon bah ok, on décale la tournée. Là, de toute façon, je suis focus sur autre chose. Et on se retrouve dans cet appartement qui fait donc 32 mètres carrés, 2 pièces, une chambre avec un lit cododo et un salon. Donc 2 pièces pas très grandes puisque c'est 32 mètres carrés, un petit balcon, rue Rodier, dans le 9e arrondissement de Paris. On reçoit quelques personnes pendant une semaine et demie. Et on est en mode full, ok, on est daron, on le sort un petit peu, il a une semaine, je me rappelle, les gens disent quel âge il a, une semaine, ils font, ah, ok, on le sort en poussette, chill, quoi. Et le truc commence à monter, quand même, il y a une épidémie, il y a un truc, attention, puis on commence à se dire, ok, c'est quoi ce truc, on comprenait pas trop, et donc il y a cette fameuse allocution, donc je sais pas quand ça date exactement. Je crois que c'est le 17 mars, le confinement. Le 17 mars. Je sais plus, j'ai plus en tête, je crois, mais je crois que c'est voilà. Donc c'est une semaine plus tard, quoi. Ouais, on est vraiment sur des délais très courts. Et donc au début, je pense qu'on l'accueille en mode chambé, on va pas avoir de FOMO en fait. Nous, on savait qu'on n'allait pas trop pouvoir sortir et ça nous foutait les boules et on se disait ah tiens, personne peut sortir du coup. Et donc on l'accueille plutôt bien en mode en fait ça va bien avec le fait d'être parent et en fait bof parce que déjà il a eu les premiers mois de sa vie, il avait un problème de digestion, il avait des coliques, ce qui est assez normal en fait au final, mais ce qui fait que t'es quand même un tout petit être qui est plein de souffrance parce qu'il pleure beaucoup, parce qu'il a très mal en fait tout le temps. Tout le système digestif est en train de se former, quoi. Et donc ouais, donc les premiers mois ils sont rudes, surtout que moi c'est à ce moment-là que j'apprends la fin de thérapie taxi. Donc ça fait encore une fois beaucoup d'informations à manager, c'est-à-dire que je suis en confinement, je viens d'être père et en fait on m'explique que c'est fini. Wow. Donc je fais genre ok, bon. Ça fait un deuxième deuil. Ouais, un deuxième deuil, ouais. Ça fait beaucoup, et en vrai, rétrospectivement, je m'en suis rendu compte après, mais cette première année, elle a été très compliquée. Elle a été très, très compliquée, en grande partie à cause de ça, parce que moi, j'ai dû faire le deuil de mon groupe en même temps que la première année, quand t'as un enfant, c'est franchement la plus dure. Enfin, moi, je trouve. Après,
Après, j'en ai vécu que 3, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent qui vont vraiment pas être marrantes. Il y en a d'autres. Il y a d'autres festivités, quoi. Voilà, mais là, je trouve ça vraiment beaucoup plus fun maintenant. Parce que moi, une première année, t'es quand même sur du management de caca, de pleurs, de aucune communication n'est possible. Donc, t'es toujours dans le qu'est-ce qui va pas. Je me rappelle, t'es vraiment tout le temps dans le je sais pas quoi faire parce qu'en fait, tu t'es pas capable de me dire ce qui va pas. Donc, moi, il faut que je devine, mais voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de petites nuits, donc le sommeil c'est quand même c'est le plus dur hein. Quand t'es parent, moi je vais pas changer une couche, en vrai ça prend une semaine et très vite t'es pas très dégoûté, c'est vraiment pas ça qui est dur, donner à manger et en foutre à côté, devoir nettoyer après, ça prend vite et c'est pas grave. Non, ce qui est dur c'est qu'on t'empêche de dormir, ça c'est vraiment je trouve le truc le plus dur quoi. Bah oui, c'est une technique de torture hein. Ouais, exactement, donc, après tout c'est ça, donc il y a ces trucs de sommeil où en fait t'es réveillé la nuit, puis après en fait il y a un truc très très vicieux, c'est que t'as peur de te rendormir parce que t'as peur d'être réveillé. Ah oui. En fait il y a un truc un peu comme ça qui se met en place où t'es en mode genre ok donc là c'est bon j'ai managé, il s'est rendormi, mais en fait moi si je me rendors genre il peut me réveiller à tout moment, donc en fait il y a un truc qui est dur dans le rendormissement. Bref. Voilà. On fait cette première année donc où il y a un confinement, déconfinement, reconfinement. Moi qui dois me manager avec une nouvelle personnalité où je me rends compte que j'ai pas mal de colère, de tristesse en fait, qui sont liées à la fin de mon groupe. Et que surtout aussi je découvre des facettes de moi-même parce que ouais, ce petit bout de truc me met hors de moi parfois. Et je redécouvre des facettes colériques de moi que j'avais pas. Voilà. Et puis en même temps, y a des gens qui viennent chez nous au début pour faire la fête un petit peu. On fait des soirées apéro comme tout le monde faisait à l'époque du Covid. On pouvait pas trop sortir. Et très vite aussi, on confie notre enfant à ses grands-parents. Assez vite on se dit c'est important de pouvoir être flex, donc c'est un peu dur de faire 3-4 jours sans lui, mais on le fait alors qu'il a 3-4 mois, ce qui est très tôt en fait hein, ouais. de laisser son gosse 3-4 jours à peut-être plus vers 6 mois, c'est quand même un truc où t'es alors plutôt la maman, mais même moi j'étais un peu en alerte, il y a un truc qui te manque, même si ça te fait respirer, il y a un espèce de trucs très très forts qui te manquent, une présence qui te manque. J'apprends à être papa, donc comme je disais, ouais, ça me fait découvrir des facettes de moi-même, et en même temps, personne n'a pu te mettre à bout comme ça, en fait. Et que ouais, il y a plein de sentiments ambivalents, que bon, alors, je raconte les mauvais côtés, mais en fait, il faut que je balance le truc. Il y a aussi des moments où t'es devant un film et t'as ce petit truc qui s'endort sur toi, et qu'en fait, moi, ça m'est arrivé de pleurer de joie, alors qu'il se passait rien. Je regardais un film avec juste ce petit corps chaud sur mon torse, et genre ça me faisait pleurer de joie tellement je trouvais ça incroyable et ce que ça provoquait en moi quoi. Donc tu te balances entre ces deux trucs, et en même temps ça te recentre pas mal parce que tout d'un coup voilà, t'es en responsabilité et t'es plus le même être humain parce qu'en fait y a quelqu'un qui compte sur toi, et donc il y a des erreurs que tu peux plus faire, il y a des choses que t'es responsable en fait. Avant de ça, tu pouvais te permettre de pas être responsable, ça te concernait que toi, si t'allais pas au taf, si tu ratais un truc, c'était toi avec toi. Là, t'as une responsabilité que t'as évidemment envie de bien mener, c'est-à-dire que t'as envie d'être un bon parent, de mettre un toit sur la tête de ton enfant, de bien le nourrir, de le sécuriser, de lui apporter aussi des bonnes base émotionnelle. Et ça en fait on en fait, et je trouve qu'on en fait beaucoup aussi. Il y a beaucoup de pression sur les parents où je sais pas à quel point c'est vrai parce qu'il y a plein de choses contradictoires qui sont dites, mais où on te dit ouais non mais attends, la première année c'est toute la construction mentale de ton enfant, donc t'as cette pression là aussi de te dire, et je pense que c'est pas si vrai que ça, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est quand même énormément de pression de te dire tu construis tout là sur la première année alors qu'il sait pas parler, donc tu sais pas ce qui se passe, et donc en fait bon, il y a tout ce truc-là dans lequel je vais pas rentrer, des limites de l'éducation positive et de aussi comment ça peut créer des choses mauvaises, et comment il y a plein de gens qui s'affrontent là-dessus, et c'est un sujet que je maîtrise pas du tout assez pour pouvoir en parler bien, mais je sais qu'en tout cas
Nous, on était dans la surconsommation d'informations à ce moment-là. Et je pense que c'est bien, c'est rassurant de lire beaucoup, d'essayer de se renseigner, de dire comment est-ce que je suis un bon parent, en fait. J'ai pas toutes les clés et c'est bien de confronter les points de vue et il y en a pas qu'un seul. Et, Sur l'éducation, oui. Hein. Non, il y en a pas qu'un seul. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de dogmatisme un peu avec l'éducation positive et c'est bien aussi de déconstruire ce truc-là en disant bah non, en fait, tu peux pas juste être dans je t'apporte que du love, je te mets aucune limite, ça marche pas en fait. Il y a pas mal de gens qui sont en train de dire non mais en fait ça ne marche pas les gars. Bref. C'est bien aussi de pas s'oublier, de savoir venir poser ses propres limites en tant que parent, quoi. Exactement. Après c'est sûr que c'est une privation de liberté quand même énorme. Et on en vient au moment où tu commences à redécouvrir un peu de liberté. Et au moment où ça commence à être un peu plus fun parce que vers 1 an, c'est le début un tout petit peu... alors nous, il a marché un peu plus tard. Mais même s'il n'y a pas encore vraiment de mots, il commence à se faire comprendre, quoi. Autour d'1 an, même un peu avant, tu commences à... Déjà, tu le connais mieux. Et puis surtout, lui, il est capable de dire ça je veux pas trop, ça me. Il y a une communication qui commence à se mettre en place et qui, moi, par exemple, m'a fait beaucoup de bien. Mais je pense ça fait du bien aux parents le moment où tu as enfin un axe de communication. Ouais. Il est quand même agréable parce que tu manages mieux les crises et tu sais mieux y répondre, quoi. Et donc voilà, on emménage donc autour de c'est un peu avancé 1 an, on emménage ici dans l'appartement que tu vois. Donc un truc un peu plus grand avec une chambre pour nous, une chambre pour lui. Et puis un petit cocon en fait on savait qu'on avait cet appartement mais il y avait des gens dedans. Donc en fait, on est très très heureux c'est un petit cocon à nous où on met nos meubles dedans, où on se construit le truc comme on a envie de se construire. Et en plus, ça met fin à une période de déménagement un peu chiante, enfin bref. Et donc, je date vraiment le moment où ça va mieux, le moment où on déménage et on arrive ici, dans notre petit appart à nous. Il a sa chambre, donc il a 8-9 mois, et puis vraiment, il y a un turn de vie. Moi, j'ai eu le temps de digérer l'information, de me dire, ok, faut repartir en solo, Et donc, voilà, il y a eu, c'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 7-8 mois, 6-7 mois de digestion, de Covid. Le plus gros du Covid est passé. Il y aura des confinements après, mais qui sont beaucoup moins stricts. Et on redécouvre peu à peu la vie de parents. Et en vrai, il y a eu le Covid. Il y a cette fin de groupe, il y a eu cette parentalité. Donc très vite, on se remet à faire pas mal la teuf. On en a besoin, quoi. Genre, enfin, quand je dis on, c'est plutôt moi. Mais assez vite, on prend des babysitters. On dit c'est jusqu'à quelle heure le babysitting ? Et puis il y a vraiment des moments où c'est assez rude, mais il y a vraiment des moments où on rentre à 5-6 heures du matin et en fait la passation, la babysitter s'en va et le bébé se réveille, quoi. Bah oui. Et là, on doit faire le truc alors qu'on n'a pas dormi, quoi, et qu'on est généralement dans un état un peu second. Mais bon, c'est un peu technique et en même temps, moi j'ai appris alors je sais pas à quel point je peux parler de ces choses-là, mais on va dire que je peux parler de ces choses-là, puis on verra si on coupe après. Mais notamment, j'ai découvert un mood de redescente. Donc tu sais le principe, enfin je sais pas si tu veux, mais quand tu prends des tasses ou des trucs, t'as une redescente le lendemain où ta sérotonine est un peu à plat. Et en fait, le mood redescente avec un petit bébé et ta meuf, il est pas mal du tout au final. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, oh la cata, et en fait, bah non, c'est vraiment pas mal, tu vois, de cette contention affective en lendemain de drogue, elle est cool, quoi. Donc en fait, tu te fais... C'est vrai que tu te fais une vie comme ça où les deux sont mélangés et en même temps, c'est une période où dans notre couple, ça nous faisait énormément de bien. Et en fait, on était complètement foncedés en soirée, on expliquait aux gens, on montrait des photos de notre gamin à tout le monde qui était foncé, qui disait, ah, trop beau, putain, vous êtes parents, c'est incroyable. Et on vivait des moments d'amour très forts avec ma meuf, où on se dit, putain, c'est incroyable ce qu'on vit, quoi. On est en train de se bouffer de la techno à 150 BPM, complètement foncedé, et en même temps, on est trop heureux d'être parents. Et je sais que ça nous remplissait vraiment de bonheur, ces moments-là où on se disait,
on avait très envie l'un de l'autre, tu vois, on était dans une sensualité très forte, et on avait en même temps, du coup, l'aspect très couple, jeune, tu vois, qui vit une passion très forte, et qui était d'autant plus forte qu'on avait ce lien extrêmement fort de partager un quotidien chiant de parents ensemble, et que c'était très marrant de passer de est-ce que t'as payé la crèche, des trucs administratifs que t'es obligé de te taper, de genre ouais, machin, la crèche, les couches, est-ce que ah mince t'as oublié de lui prendre le truc pour le nez, et 12 heures après t'es en mode genre ouais, attends refile-moi un bout de tasse là que je monte bien, tu vois, genre. Et cette dualité était très plaisante. Et je suis encore dans ça, alors on n'est plus ensemble, donc c'est encore plus cette vie-là schizophrénique entre 3 jours t'es un papa, puis 3 jours t'es Vous faites moitié une de semaine, rockstar. c'est ça? On fait des moitiés de semaine, ouais. Ouais. Bah après c'est comme on s'entend très bien, c'est très fluide, c'est très on fait à chaque fois on s'arrange, et puis même dans la journée, si me dire finalement ça m'arrange de faire 1 heure de plus au taf, bah, c'est moi qui vais le chercher. Il y a un truc très fluide, on n'habite pas loin, donc on a une vie de séparée très très fluide, et puis j'ai vraiment de la chance parce que ça se passe très très bien. Mais donc t'as encore plus ça, effectivement, le côté le beurre et l'argent du beurre, quoi. Moi c'est ça qui me vient, c'est-à-dire je vois tous mes potes qui sont qui ont un peu plus de 30 ans et qui sont dans des questionnements intenses de j'ai envie de continuer à être libre et à profiter de cette grande ville et de ces aventures de la jeunesse, de sortir, de vivre fort, quoi, qui est un truc qui est quand même chouette, tu vois, où c'est chouette de vivre fort, et en même temps c'est quoi la suite, j'ai envie d'être papa, d'être maman, enfin, et c'est vrai que c'est un questionnement qui perturbe plus d'une personne arrivée aux 30 ans, enfin moi je le vois, c'est un truc que tu te poses pas à 25 ans, mais à 30 ans j'ai pas mal de gens qui sont dans qu'est-ce que je fais en fait, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de pas en avoir? Ah non, pas trop non plus, parce qu'en fait, si je me projette dans 15 ans, c'est rude. C'est-à-dire que là, oui, effectivement, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai 30 ans, 31 ans. Mais à 45 ans, est-ce que ça va pas me faire tout bizarre? Est-ce que je vais pas en chier, quoi? Ouais, finalement, vous avez pas eu besoin, et t'as pas eu besoin de se poser cette question, puisque... Ouais, et puis je suis content d'être papa jeune, en fait. Ouais. Je me dis, tiens, j'ai même pas 30 ans, mon gosse, il a 3 ans. Je pense, en tout cas, j'ai envie d'en faire d'autres. Pas du tout maintenant, mais au moins je sais que j'en ai un et que c'est déjà bien, et que effectivement t'es en même temps très ancré, ça ancre à fond, et puis surtout je vis des moments genre géniaux, parce qu'il y a plein de moments géniaux. C'est-à-dire, je te raconte hier, je vais te raconter un truc ultra random, mais ça me remplit de joie. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle c'est un vélo, mais j'ai plus le nom. C'est un vélo sans pédale, c'est ça? Ouais, un vélo sans pédale. Alors, je n'ai pas le nom non plus. Voilà. À chaque fois je dis vélo, il me reprend, il me dit non, c'est pas un vélo, c'est une draisienne. Une draisienne. Et voilà, et en fait, on va faire des tours de draisienne. Il se passe rien, juste lui, il est là avec son petit vélo, et on parle, on tchatche un peu, parce qu'il tchatche maintenant, donc je lui dis, ouais, alors fais gaffe, tourne à droite, marche pas dans le caca, accélère un peu, ok, là, il y a une petite bosse, si t'es chaud, on l'a fait, tu te sens de la faire, ok, tu l'as fait. Et en fait, ça, c'est des trucs qui me rendent extrêmement heureux. Ces interactions, le voir, en fait, marcher, faire du vélo, me raconter sa vie, parce qu'il blablate, il est très bavard, et ça j'adore. Tout le temps il raconte des trucs qui n'ont aucun rapport parfois avec la discussion, mais parce qu'il a envie de rentrer dans une discussion. Et en fait moi ça m'éclate, cet âge-là il est génial. Ça fait 6-7 mois que je trouve ça génial. La parole c'est trop mignon, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il comprend, puis des fois il dit des trucs, tu te dis waouh, t'as compris ça, parce que par exemple il m'a fait un truc. Alors là, on rentre vraiment dans le daron qui va. C'est-à-dire que tu vois le tapis là, qui est tout fluffy, tout ça. Il est beau ce tapis, oh là là. Il est beau, je l'adore. Et donc en fait, il a pas le droit de marcher dessus avec ses baskets. Et donc au début, je l'ai joué en mode c'est un gamin, donc ça fait 6 mois que je lui dis bah non, faut pas que tu marches sur le tapis, sinon le tapis va dire aïe aïe aïe, il a mal le tapis si tu marches avec tes baskets dessus. Et hier, mon gars, il fait papa, le tapis il a pas de bouche en fait. Donc, le tapis il peut pas parler. Et donc, en fait, il a dit, tu m'as menti. Ça fait 6 mois que tu me mens. Parce qu'en fait, le tapis, il peut pas dire aïe aïe aïe. Tu vois, il a conscientisé ça, je me rappelle. Et il m'a regardé vraiment très profondément en me disant, oui.
ça fait 6 mois que tu te fous de ma gueule. C'est en la fait. trahison. la première trahison. Et j'ai dit, j'avoue, t'as raison. J'ai voulu dire un truc, j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait, je voulais personnaliser le tapis pour qu'il comprenne mieux, mais en fait, il me disait, non, juste, tu m'as menti, arrête d'essayer de m'entourlouper, en fait, avec tes histoires de personnalisation de mots qu'il comprend pas. Il me dit, papa, t'as menti, en fait. Et ouais, on peut considérer que c'est un mensonge, effectivement. Et c'est le voir prendre conscience de ça, c'est mais en fait un tapis ça n'a pas de bouche, donc ça peut pas dire aïe aïe aïe. Donc en fait il m'a vraiment pris pour un con, quoi. Voilà, ce genre de truc où je trouve ça très cool, quoi. C'est marrant en fait, c'est marrant de voir comment le cerveau se forme, de voir un début de caractère, tout ça, voilà. Et t'arrives à faire cohabiter ta vie de tournée là, parce que t'es reparti en tournée, tu disais. Avec ta vie de papa, c'est-à-dire que tu tournes que la moitié de la semaine, c'est ça ? Ouais, une tournée, quand t'es en France, en vrai, la France, c'est pas très grand. Et en plus, les concerts, ça marche pas trop le lundi, mardi, mercredi. Donc, en fait, généralement, tu tournes le week-end, quoi, à partir du jeudi. Et puis, comme je dis, j'ai une bonne relation avec sa maman. Donc, on est flex, donc on s'organise bien, on prévoit à l'avance. Et en gros, c'est simple. Soit là, pendant tout le mois de mars, où je vais vraiment tourner un peu intensément, soit je suis en tournée, soit dès que je reviens à Paris, je le prends et je le garde. Et après, voilà, là, on est lundi, on est tranquillou, il est à la crèche. C'est pas le bout du monde. C'est-à-dire que quand je le garde la semaine, ça veut dire que je le garde jusqu'à 9h30, puis je le récupère à 18h. Oui, t'as quand même ta journée. J'ai ma journée pour faire mes trucs, heureusement, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, notamment des interviews, des podcasts. Mais du coup, ça va être un peu technique. Elle le sait pour sa maman parce qu'elle va pas avoir de week-end. Ce qui est relou. Puisque normalement, on divise pour toujours avoir soit l'un le vendredi, soit l'un le samedi. Donc voilà, il y a des compensations. Je lui propose de lui payer une babysitter si elle a besoin de sortir. Et il y a eu des week-ends de compensation un peu en février. Il y en aura d'autres. Ouais, on essaie de compenser, d'équilibrer et de se rendre service et comme on se comprend, c'est très bien, tu vois. Moi, au bout du mois de mars, où elle va me dire, là, je me suis tapé tous les week-ends. Si elle me dit, là, j'ai envie de faire la teuf 2 soirs de suite, je dirais, fair enough, ça me paraît juste comme deal, quoi. Et si moi, j'ai vraiment envie de faire la teuf aussi, je me débrouillerai pour prendre une babysitter ou le faire garder, quoi. Ouais, alors, à quand un album où tu viens raconter ta paternité ? Eh ben, écoute, ça c'est sera pas... C'est pas vraiment le thème de tes... Non, et ça sera toujours pas le thème. Tu veux pas ? Non. Non, ok. Non, parce que ça vient pas. J'ai une début de chanson. J'ai un moment dans une chanson où j'en parle un petit peu, mais je suis pas du tout sûr de garder cette chanson. Ça matche pas trop avec mon univers. Oui, ton univers qui est plutôt côté teuf et côté... côté excès, côté second degré. Et puis j'ai vraiment des chansons qui parlent de ça, qui m'ont vraiment marqué négativement. C'est-à-dire que je vais balancer, mais la chanson Beau Papa de Vianney, c'est une torture pour moi. C'est vraiment tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire enfoncer. Dans ce genre de chanson, vraiment, tu finis toujours par enfoncer des portes ouvertes horriblement. Dire des trucs que d'autres gens ont dit bien mieux que toi, mais genre... Ça dégouline de bons sentiments, très vite ça me fait gerber, vraiment j'ai envie de vomir. C'est peut-être un peu too much, mais vraiment quand j'écoute Beau Papa de Vianney... si tu nous écoutes. Non, j'espère qu'il n'écoute pas, parce que il fait bien ce qu'il veut et les gens ont le droit de... Mais moi ça me donne envie de vomir, ce genre de truc. Parce que tu trouves que c'est déjà fait, refait, refait, c'est un étalage de bons sentiments, d'enfoncement de portes déjà ouvertes, de travail textuel de zéro, c'est vraiment le niveau zéro de... Je suis dur, mais c'est vraiment le niveau zéro de l'écriture et de genre, on va se tenir main dans la main, avoir un enfant, c'est l'aimer pour toute la vie. Enfin, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul à chier, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et en même temps, l'exercice d'écrire une chanson un peu marquante, un peu. Je suis sûr que c'est possible de faire un très joli texte sur qu'est-ce que c'est d'être parent. C'est évident. Et puis d'ailleurs, en fait, plein de gens l'ont fait. Bien sûr. Il se trouve que quand moi j'essaye, ça ressemble plutôt à Vianney plutôt qu'à qui l'a fait super bien. Ah oui, donc ça vient chercher chez toi une facette peut-être un peu dégoulinante, chamallow. J'arrive pas du tout à bien le faire. Okay. Et en même temps, je pense que bien le faire, Balavoine l'a fait super bien, évidemment. Voilà, moi ça ressemble plus à du Vianney qu'à du Balavoine quand j'essaye de le faire. Voilà, donc j'ai pas le niveau encore, je pense, pour... Mais peut-être qu'un jour j'arriverai à... En tout cas, c'est pas une question de principe. Je me dis pas, j'ai pas du tout envie d'écrire là-dessus.
C'est juste qu'en fait, j'arrive pas à le faire pour l'instant et c'est pas du tout satisfaisant. Ben Mazué le fait pas mal, je trouve. Ben Mazué le fait pas mal du tout. Dans un bon équilibre. J'écoute pas tant que ça, mais mon ex était fan de Ben Mazué. J'ai la chanson Semaine A, Semaine B que j'ai trouvé pas mal en tête. D'ailleurs, d'autres chansons, il parle de ses gosses. Il y a une chanson qui s'appelle Papa aussi, où il raconte un peu la découverte de la grossesse. C'est assez smart. J'écouterai ça. Mais j'avoue que Ben Mazué, c'est pas trop ma cam. Ah bah non, c'est loin de ton univers gentil, musical. Quoi. Ouais. Ça reste des trucs gentils. Tu peux pas être méchant en étant en même temps papa. J'ai vraiment l'impression que t'as un vrai côté schizophrène, quoi. Tu vas t'en parler tout à l'heure. Il y a des gens qui sont un peu... Non, c'est-à-dire, c'est pas une question de méchant. C'est que moi, sans sarcasme et sans second degré, je vis pas, je respire plus. Et donc, évidemment, dans ma paternité, il y a toujours énormément de second degré et de sarcasme. Et je me prive pas du tout de me foutre de la gueule de mon fils, tu vois. Ce qui peut en choquer certains, mais en fait, en même temps, moi, je respire pas sans ça. Et c'est vrai que Ben Mazué, pour le coup, je me rappelle d'une chanson qu'il avait écrite qui s'appelait Vivante, que je trouvais très très touchante. C'est un mec que je trouve qui écrit très bien. Oui, il a perdu sa maman aussi. Qui je remets pas du tout en cause son écriture. Je pense que c'est un mec qui écrit super bien et tout ça. C'est juste qu'effectivement, moi, c'est pas ma cam. C'est-à-dire que les gens qui sont trop gentils et trop pleins de bons sentiments, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ça me soulève pas du tout le cœur, quoi. Mais t'as quand même ça en toi. Tu vois, quand tu dis moi, faut que ce soit dénué, faut que ça vienne chatouiller d'autres choses en même temps. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les gens qui justement transportent un peu les deux et qu'en fait, ils ont des trucs très creepy, très sarcastiques, mais que tout d'un coup, va y avoir un vrai moment de vérité qui va se dégager au milieu de plein de sarcasme. Et je suis le genre de personne qui se laisse toucher par des moments vrais. Évidemment que c'est une carapace, tout ça. Bah oui. Mais on l'avait compris, hein. Voilà. Mais c'est un peu évident, mais du coup j'apprends. C'est un truc que j'apprends. Derrière ce cœur de rocker. Derrière ce cœur de rocker, dans le cliché. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage pour moi de me laisser toucher par un moment sans me regarder de l'extérieur en me jugeant. Et en même temps, c'est des moments, notamment avec mon fils, que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment des moments où je me dis, bah là, t'as envie d'être gaga, bah sois gaga en fait. Oui. T'as le droit d'être gaga, c'est super d'être gaga. Et t'as envie de pleurer un peu de joie juste parce que t'es content qu'il soit là, qu'il te fasse un câlin. Voilà. Bah, pleure de joie. Voilà. J'ai une dernière question pour toi. Imagine ton fiston écoute ça dans 10 ans. Il aura 13 donc. Salut Ça dans l'adolescence. Va te faire reculer, salope. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? C'est marrant parce que tu vois, genre sur mon prochain album, il y a une chanson qui est un peu hardos. Et c'est une question que je me pose effectivement. Et en vrai, c'est une question résolue. Effectivement, j'ai un langage qui parfois est très cru, très vulgaire. Je parle de choses de manière très frontale et en même temps c'est un truc que je défends assez bien. Pour moi c'est une démarche qui est saine. Et j'ai pas encore mes réponses évoluent, c'est-à-dire par exemple si tu vois ça touche la vulgarité ou plein de fois ça m'arrive de pas faire gaffe, de dire oh putain fais chier, tu vois. Et il dit, ah putain fais chier. Et en fait, moi, je sais que si j'avais pas toute la pression sociale, je serais en mode, c'est trop marrant, on va dire, répète ce mot, trop marrant que tu dises putain, quoi, sauf qu'effectivement, je peux pas vivre en vase fermé, et en fait, c'est pas possible d'arriver à la crèche, d'arriver à l'école primaire et d'avoir un parent qui dit, oh, bah, le gros mot, en fait, c'est trop marrant, on peut les utiliser autant qu'on veut, c'est des mots parmi d'autres, et ils font du bien, c'est bien de les dire. Donc il va falloir que je manage ça. Donc évidemment il y a la maman qui est en en management de ce truc-là, et il y a aussi mes potes qui me disent genre bah non en fait non. Parce que moi vraiment j'y vois aucun problème. Je suis en mode genre bah non. Et puis je vois aucun problème de parler des choses frontalement en disant bah voilà ce qui s'est passé là c'est que ces deux personnes ont ken en fait genre. En fait moi j'ai envie d'avoir un rapport ultra. Je suis obsédé par l'honnêteté. Parfois, c'est trop. Ouais. Je dévie un peu du sujet, mais tu vois, par exemple, on lisait une histoire avec un grand-père mort, et il me dit qu'est-ce que c'est la mort, évidemment. Bon, et puis là, j'ai réfléchi 20 secondes en disant qu'est-ce que je lui dis, et puis voilà, je vais essayer de faire un truc un peu poétique. La mort, c'est partir loin. Voilà, quand on parle de ma mère, voilà, donc il sait, donc voilà, elle est partie loin, elle est plus là.
Donc parce que la mort c'est un sujet voilà à manager où il faut prendre des pincettes et en même temps voilà il y a plein d'autres sujets, le sexe, enfin il y a plein de sujets un peu tabous et moi je déteste le tabou, le non dit. Donc il va falloir que je trouve un peu le juste milieu, mais je pense que Et puis il y a des périodes aussi, tu vois. Il y a des âges où tu peux ouvrir des sujets plus que d'autres, quoi. Exactement. Il y a des âges où tu peux ouvrir des sujets plus que d'autres, et notamment, tu vois, tout ce de rapport au corps. Donc, quand il tire sur son zizi, ou je dis, bon, bah, c'est toi qui vas te nettoyer ton zizi, plutôt que c'est mieux que ça se passe comme ça. Enfin, tous ces trucs-là, de, bah, pourquoi je peux pas toucher ton zizi, papa? Bah, non, c'est pas possible, tu vois. Ou, par exemple, ça, je le laisse, tu vois, je fais caca, il tient tout le temps à être à côté de moi quand je fais caca, et je dis, bon, bah, en même temps, ça a l'air de t'éclater, bon tant pis, voilà, genre voilà, et puis pour l'instant, puis à un moment donné, effectivement, il va falloir que je t'explique que j'ai besoin d'être seul dans ce moment-là, quoi. Concept de l'intimité. Mais ouais, le concept de l'intimité, tous ces trucs qui sont géniaux en fait à apprendre à un gosse. Je suis complètement dévié du sujet de base. T'as pas répondu à la question, mais quand il aura 13 ans, et qu'il va découvrir certains de mes textes, je pense qu'à 13 ans, s'il les découvre à ce moment-là, ça sera ok parce que ça ouvrira des conversations intéressantes qu'il faudra qu'on ait à ce moment-là. Voilà. Okay. Et j'assumerai, je l'expliquerai. Peut-être qu'à dans 10 ans, peut-être que j'aurai un peu honte. Je dirais, ouais, j'avoue, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai un peu déconné. Mais à cette époque-là, j'étais dans cet état d'esprit et voilà pourquoi je l'ai fait. Peut-être que j'avais tort de le faire comme ça. Peut-être que j'en serai toujours très fier. On verra. Merci Zawi. Eh ben merci à toi. Hein, bon, je mettrai tous les liens pour te retrouver tout ton travail et puis tes dates de tournée et tout dans les notes. Exactement. Que les gens viennent me voir sur scène, c'est pas mal. Merci pour cette transparence et merci d'avoir ouvert ton petit cœur de rocker, effectivement. Mon petit cœur de daron rocker, ouais. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.